Bonjour, on va présenter les malformations bronchopulmonaires pour terminer ce CEC de pneumo-allergo de ce mois. On va terminer en beauté avec les malformations bronchopulmonaires, la prise en charge et la conduite à tenir pour le diagnostic. C'est une pathologie qui est très polymorphe sur le plan présentation clinique, mais aussi sur les résultats de l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire. C'est une pathologie qui est difficile à identifier sa fréquence parce qu'il y a des formes de diagnostic anténatal, mais également il y a des pathologies qui peuvent se voir tardivement à l'âge adulte. Les malformations bronchopulmonaires peuvent également menacer le pronostic vital par la détresse respiratoire ou par les risques d'infection bronchopulmonaire. Donc, il y a deux points très importants à connaître pour le développement pulmonaire, ce que les alvéoles se multiplient de 36 semaines d'aménorrhée jusqu'à l'âge de 2 ans et qu'à partir de l'âge de 3 ans, ces alvéoles vont augmenter de taille avec arrêt de la multiplication. Sur le plan embryologique, il y a 5 phases de développement bronchopulmonaire. La première phase, c'est la phase embryonnaire. Il y a la séparation entre l'œsophage et l'arbre trachéobronchique qui dérivent tous les deux de l'intestin antérieur primitif. Donc, au cours de la 3e semaine d'aménorrhée, la séparation va commencer et se poursuit jusqu'à la 11e semaine d'aménorrhée avec la formation des époches pulmonaires. La phase embryonnaire, il y a la formation des branches lobaires à J35 de vie anténatale et les branches segmentaires à partir de J40 de l'anténatal. La deuxième phase, c'est la phase pseudoglandulaire qui commence à la 5e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 17e semaine d'aménorrhée. La phase canaliculaire avec la formation des canaux alvéolaires. Et la troisième phase, c'est la phase saculaire qui commence jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée. Il y a ici le rôle de surfactant qui va accélérer le développement des canaux alvéolaires et la formation présente les futurs alvéoles. Et la dernière phase, c'est la phase alvéolaire qui commence à 37 semaines d'aménorrhée et se avec la multiplication alvéolaire des alvéoles matures. Les bronchopulmonaires restent encore objet de controverse. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le développement pulmonaire. Il y a des mécanismes de malformations bronchopulmonaires. Les malformations qui peuvent toucher la trachée et les branches, des malformations vasculaires et les plus fréquemment vues à la chirurgie pédiatrique. À peu près 140 malformations bronchopulmonaires. Les emphysèmes lobaires congénitales à 20 mm de calibre avec la présence d'une seule fistule dans 90% des cas. Donc, cliniquement, il y a une triade qui est la toux, suffocation et cyanose lors des tétés. Un ballonnement abdominal peut se voir dans 50% des cas ou bien cette pathologie peut se manifester par des pneumopathies à répétition. Diagnostiquée fréquemment avant l'âge de 1 mois, dans 2/3 des cas avant l'âge de 1 an, mais cette pathologie peut se voir également à l'âge adulte dans 1/3 des cas. Le diagnostic radiologique se pose est basé sur l'opacification œsophagienne par la visualisation directe de la fistule qui est très difficile à faire
vu que c'est une fistule de très petit calibre, l'obliquité du trajet et l'opacification trachéale qui peut être secondaire à des fausses routes. Le premier TOGD permet de poser le diagnostic dans 70% des cas, troisième TOGD dans 95% des cas parce que ce TOGD est très difficile à interpréter. Ici, on a un TOGD avec l'opacification de la trachée, de l'œsophage, avec la visualisation de la fistule oso-trachéale. Donc, l'endoscopie est également indiquée. On va faire une trachéoscopie à double intérêt. Un intérêt diagnostique par la mise en évidence de cette fistule qui siège au niveau de la face postérieure de la trachée et également un but thérapeutique afin de cathétériser en préopératoire ce trajet fistuleux. Donc ici, la fistule par une oesophagoscopie qui siège au niveau de la face antérieure de l'œsophage et au niveau de la face postérieure de la trachée par une trachéoscopie. Le traitement chirurgical peut être fait via cervicotomie lorsque la fistule siège au-dessus de D2 et par une thoracotomie lorsque cette fistule siège au-dessous de D2. On va fermer la fistule avec des très bons résultats en post-opératoire. On a uniquement quelques cas de récidive. Un aspect péropératoire d'une fistule oso-trachéale, le trajet fistuleux, cathétérisé en préopératoire par une trachéoscopie. Donc, le traitement, c'est le cathétérisme par une trachéoscopie et puis on va séparer la trachée, l'œsophage et on va fermer la fistule. On va parler maintenant des malformations bronchopulmonaires parenchymateuses et on va commencer par les circonstances des découvertes. Donc, l'écho anténatal permet la visualisation des malformations bronchopulmonaires à la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, c'est l'échographie morphologique qui permet la visualisation de ces images kystiques, tout en sachant que 15 à 30% de ces images peuvent disparaître spontanément avant le terme. On peut avoir recours également à une IRM anténatale. Donc, en anténatal, on a pu diagnostiquer 12 cas, soit 8% des malformations bronchopulmonaires qui ont consulté dans notre service. Tout en sachant que dans la littérature, le diagnostic prénatal est posé dans 80% des cas. Donc, on a beaucoup de progrès à faire en Tunisie en termes de diagnostic anténatal de ces malformations. Évolution naturelle in utero des malformations bronchopulmonaires, donc les MACAP peuvent diminuer de taille dans 15 à 20% des cas, souvent à 29 semaines d'aménorrhée. Les séquestrations également peuvent diminuer de taille dans 2 tiers des cas. Donc, 840 malformations bronchopulmonaires rapportées dans la littérature, il y a une régression dans 18% des cas, une disparition dans 11% des cas et un décès en in utero par anasarque dans 3,5% des cas. Donc, si volume des malformations par rapport à la circonférence de la tête fétale est supérieur à 1,6, il y a un risque important de compression médiastinale, d'hydramnios et d'anasarque fétale. Donc, l'anasarque est d'évolution spontanée vers 100% de décès in utero. Donc, la prise en charge prénatale est discutée cas par cas, dépend de l'âge gestationnel et de la présence ou pas d'anasarque. Si l'âge gestationnel est supérieur à 30 semaines d'aménorrhée, on peut déclencher l'accouchement avant le terme. Si l'âge gestationnel est inférieur à 32 semaines d'aménorrhée, donc dans ce cas, la conduite à tenir dépend du type du kyste. On peut traiter par corticothérapie ou par un shunt thoraco-amniotique ou par une chirurgie fétale ouverte. La corticothérapie est plus efficace si ces malformations sont microkystiques. Donc, l'indication de la corticothérapie, ce sont les malformations microkystiques et la présence d'anasarque fétale. Le shunt thoraco-amniotique est indiqué en cas d'anasarque par un gros kyste. Elle est efficace dans 74% des cas et on risque néanmoins d'un déplacement, d'une obstruction, d'une rupture de membrane et d'une déformation costale. La chirurgie fétale à ciel ouvert, les indications à plusieurs, gros kyste ou échec de la corticothérapie en anténatal,
L'efficacité est de 50%, mais il y a un risque important pour les fœtus et pour la mère. La naissance doit être programmée à proximité d'un centre de chirurgie néonatale. Si l'information est très compressive, on peut traiter in utero avec un survie de 89% des cas. Donc, en postnatal, il y a 3 tableaux cliniques avec une dyspnée qui peut être d'intensité modérée ou grave, des signes banaux, à savoir une toux, une douleur, des bronchopneumopathie, ou bien un tableau infectieux avec des infections bronchopulmonaires récurrentes, une pneumonie ou des abcès pulmonaires. Alors, toute bronchopneumopathie prolongée, améliorée, récidivante, avec un foyer fixe, suspecté, les malformations bronchopulmonaires, l'inhalation ou le corps étranger et le reflux gastro-œsophagien. Le diagnostic positif repose sur la radiographie du thorax, le face de profil, la TDM thoracique, qui est l'angio-TDM, et parfois on doit avoir recours à d'autres explorations. Par exemple, on peut demander une scintigraphie pulmonaire de perfusion à la recherche d'une hypoperfusion, signe de malformation, la bronchoscopie afin d'éliminer un diagnostic différentiel, à savoir le corps étranger, la bronchographie ou bien l'échographie Doppler à la recherche d'un vaisseau systémique. Mais toutefois, la nature exacte de la malformation bronchopulmonaire ne peut être prononcée que par l'exploration chirurgicale et par l'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire. Alors, l'emphysème lobaire congénital, qui est une distension importante, harmonieuse de tout un lobe pulmonaire. L'étiologie est mal élucidée, peut-être une atteinte alvéolaire primitive, mais il peut s'agir également d'un obstacle bronchique lobaire. Donc, il y a lors de l'inspiration un piégeage d'air au niveau du lobe avec une expansion lobaire. Il peut s'agir d'un obstacle endoluminal, un mucus, ou bien par une sténose bronchique, ou bien par un obstacle exoluminal, une artère aberrante. La localisation des emphysèmes lobaires congénitales, souvent les 2 lobes supérieurs et parfois le lobe moyen. Elle peut se voir dans 33% à la naissance et dans 50% à l'âge de 1 mois. C'est une pathologie qui est rare après l'âge de 6 mois, avec une prédominance masculine. Les malformations associées sont fréquentes, qui peut se voir dans 20% des cas, surtout de nature cardiaque, costale, rénale ou autre. Cliniquement, chez le nouveau-né, c'est une pathologie qui peut se diagnostiquer en anténatal rarement parce qu'on a besoin des mouvements respiratoires. C'est une pathologie qui est diagnostiquée par une dyspnée respiratoire qui peut aller jusqu'à la détresse respiratoire. Diagnostiquée, c'est la radiographie de thorax qui va montrer une distension pulmonaire, voilà. Donc, une hyperclarté pulmonaire avec un poumon qui fait hernie dans le médiastin et une déviation médiastinale. Même aspect sur la radiographie avec une atteinte du côté droit, une hyperclarté du côté droit, mais la présence de fines trames vasculo-bronchiques va écarter le diagnostic différentiel d'un pneumothorax. La TDM thoracique va confirmer les constatations de la radiographie de thorax avec la présence d'une distension emphysémateuse, un retentissement sur les autres lobes et le refoulement de médiastin. Donc, hyperclarté du lobe du poumon gauche, du lobe supérieur gauche, avec un lobe gauche qui fait hernie dans le médiastin et une déviation du médiastin. Toujours les constatations de la TDM qui vont confirmer l'aspect emphysémateux du lobe supérieur gauche. Ici, l'atteinte est au niveau du lobe supérieur droit. On a dit que les localisations les plus fréquentes sont les 2 lobes supérieurs, à droite et à gauche, et parfois le lobe moyen. Donc, le diagnostic différentiel d'un aspect d'une hyperclarté pulmonaire
le pneumothorax, mais la présence de trames vasculaires et bronchiques vont écarter le diagnostic de pneumothorax. Il faut faire très bien attention parce que si on essaie de ponctionner un emphysème lobaire congénital, ça sera une catastrophe. L'emphysème acquis, donc on peut tester la corticothérapie, ou bien un emphysème compensateur. Donc ici, c'est le cas d'un nourrisson de 2 mois qui présente une détresse respiratoire. Donc on a sur la radiographie de thorax une hyperclarté droite, refoulement du médiastin vers le côté gauche et le poumon gauche qui présente un bronchogramme aérien. La TDM qui a confirmé la présence de cette distension du poumon droit avec une vascularisation normale et la présence d'un bronchogramme du lobe inférieur gauche. Donc, on a complété par une scintigraphie devant l'anomalie du poumon gauche, une scintigraphie de perfusion qui a confirmé que le poumon droit est de vascularisation normale et le poumon gauche est au niveau hypoperfusion. Donc, le diagnostic retenu était un emphysème compensateur du poumon droit par une anomalie du poumon gauche. Un nouveau-né qui présente une détresse respiratoire néonatale, on a suspecté une inhalation ou un emphysème lobaire congénital. La radiographie de thorax qui montre un poumon droit qui est emphysémateux, hyper clair. La TDM également, même constatation, mais toujours on a constaté une anomalie du côté contralatéral. Donc on a complété par une scintigraphie qui a confirmé la présence d'une hypoperfusion du côté gauche avec un poumon emphysémateux qui est de perfusion normale. Donc le diagnostic d'un emphysème compensateur par une pneumopathie d'inhalation du côté gauche. Le traitement chirurgical, c'est la lobectomie de ce lobe emphysémateux. C'est un traitement qui peut être indiqué en urgence devant une détresse respiratoire néonatale. Donc, on doit préparer le matériel de la thoracotomie avant l'anesthésie et on doit proscrire la ventilation sous haute pression vu le risque de rupture de ce lobe emphysémateux. Donc, l'aspect macroscopique péropératoire, c'est un lobe qui est spongieux, qui crépite sous les doigts. Toujours le lobe supérieur avec une importante distension alvéolaire. Ici, le cas que je viens de présenter, le lobe supérieur gauche emphysémateux et l'aspect macroscopique péropératoire de ce lobe. Et même après la ligature de la branche, on a toujours cette distension alvéolaire parce qu'il y a un obstacle au niveau de la branche, un obstacle qui va piéger l'air dans les alvéoles. L'aspect péropératoire de l'emphysème lobaire congénital du lobe supérieur gauche et l'examen anatomopathologique qui va confirmer la distension alvéolaire. Cette atteinte peut être bilobaire. On a 3 observations. Je vais présenter 2 cas. Un nourrisson de 45 jours de sexe masculin qui a présenté une dyspnée depuis l'âge de 20 jours d'aggravation progressive. Donc, la radiographie de thorax qui a montré un emphysème, donc une distension avec une hyperclarté du poumon gauche, une déviation du médiastin de côté contralatéral. Donc, on a complété par une scintigraphie, par une TDM, qui a montré un lobe supérieur gauche emphysémateux, mais il y avait également un doute sur une anomalie du lobe moyen du côté droit. La scintigraphie pulmonaire qui a montré une hypoperfusion du lobe supérieur gauche, mais également du lobe moyen. On a décidé d'opérer le patient du côté gauche. On a fait une lobectomie supérieure gauche. Il y a une amélioration et l'examen anatomopathologique a confirmé la présence d'un emphysème lobaire congénital avec une atteinte du lobe supérieur gauche. Mais le nourrisson présente toujours une polypnie. On a refait la radiothorax qui a montré, et la TDM qui a montré un lobe moyen qui est emphysémateux. Et la conduite était de faire une thoracotomie avec l'exérèse de ce lobe emphysémateux moyen et l'examen anatomopathologique qui a confirmé la présence d'une distension
alvéolaire du lobe moyen. Et ici, c'est la radiographie de thorax à l'âge de 6 ans, donc à 6 ans post-opératoire, avec une récupération totale. Deuxième observation, c'est un garçon de 4 mois qui présente une détresse respiratoire. La radiographie de thorax y a montré un lobe droit qui est emphysémateux. Donc, on a suspecté l'atteinte d'un lobe moyen, lobe supérieur, ou bien est-ce que c'est une atteinte des deux lobes. La TDM qui a montré un lobe supérieur qui est emphysémateux et également un lobe moyen. Donc, on a opéré le patient par une bilobectomie et l'examen anatomopathologique a confirmé l'atteinte de deux lobes supérieurs et moyens de côté droit avec une bonne évolution en post-opératoire avec un recul de 11 ans. Deuxième atteinte parenchymateuse, les malformations bronchokystiques adénomatoïdes, qui représentent 25% des malformations bronchopulmonaires et dans 50 à 85% des cas, c'est une pathologie qui est diagnostiquée à la période néonatale. La localisation la plus fréquente sont les deux lobes inférieurs et les malformations associées peuvent se voir dans un quart des cas. Ce sont des masses intralobaires, souvent multikystiques, avec des kystes qui peuvent avoir de diamètres différents, contenant un liquide, l'air ou bien mixte. La classification de Stocker qui classifie donc les malformations bronchopulmonaires adénomatokystiques en 3 types. Le type avec les macrokystes supérieurs à 2 cm dans 50% des cas, les formations microkystiques inférieures à 2 cm dans 40% des cas, et la forme inférieure des kystes inférieures à 0,5% dans 10% des cas. Donc ici, l'aspect anatomopathologique de kystes de type 1 et de type 2 avec l'aspect microkystique inférieur à 0,5 cm. Le diagnostic anténatal est possible à la 20e semaine d'aménorrhée. Le pronostic dépend de la taille, des signes de compression médiastinale et la présence ou non de la nasarque fétale. Cliniquement, il y a 3 tableaux. La dyspnée, la détresse respiratoire, les bronchopulmonopathies non améliorées, récidivantes et les infections bronchopulmonaires sévères avec la possibilité des abcès pulmonaires. Diagnostic, on va demander une radiographie de thorax et une TDM. L'atteinte on peut avoir un ou plusieurs kystes localisés à un lobe contenant un liquide, de l'air ou bien mixte. Donc, en anténatal, on a diagnostiqué 7 cas sur 24, soit 29% des cas. Donc, l'échographie anténatale qui a montré la présence de formation kystique au niveau du poumon contenant un liquide. En post-opératoire, la radiographie a également confirmé la persistance de ces images kystiques. La TDM avec d'aspect macrokystique. La conduite à tenir était d'opérer le patient avec la réalisation d'une lobectomie inférieure droite et l'examen anatomopathologique qui a confirmé le diagnostic d'une malformation bronchopulmonaire type 1 de Stocker. Deuxième cas, toujours un diagnostic anténatal, la l'échographie anténatale qui a montré la présence de kystes en anténatal, confirmé sur la radiographie de thorax avec un niveau hydroaérique, une image hydroaérique de lobe inférieur gauche, lobe inférieur droit, et l'aspect péropératoire de ce kyste pulmonaire. Troisième observation, toujours une échographie anténatale qui confirme la présence de des kystes au niveau du poumon. En postnatal, la radiographie de thorax qui a montré la présence de plusieurs kystes liquidiens, de contenu liquidien, et l'aspect péropératoire et de la pièce opératoire. En postnatal, ici un cas d'un nourrisson de 4 mois qui présente une infection bronchopulmonaire avec la radiothorax. Il y a des niveaux hydroaériques au niveau du poumon droit. C'est un signe de complication des malformations bronchopulmonaires qui sont surinfectées. Donc, l'aspect péropératoire avec la présence de plusieurs kystes au niveau du lobe supérieur gauche. Deuxième cas, un enfant âgé de 11 ans qui se présente dans un état septicémique.
la radiographie de thorax, toujours les niveaux hydroaériques du côté gauche, une atteinte du lobe inférieur gauche avec plusieurs kystes et un niveau hydroaérique et les constatations péropératoires de la pièce péropératoire qui vont confirmer la présence de plusieurs kystes avec un contenu qui est surinfecté. Un nourrisson de 6 mois qui présente des bronchopneumopathie récidivantes avec persistance du même foyer à la radiographie de thorax et l'aspect de la TDM avec la présence de plusieurs kystes, l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire qui confirme toujours la présence de malformations bronchopulmonaires type MACAP. 8 mois, une détresse avec fièvre, la radiographie de thorax qui montre une distension emphysémateuse du lobe pulmonaire droit, la radiographie et la TDM qui montre l'aspect multikystique du lobe supérieur droit et en péropératoire ce lobe qui est emphysémateux par la présence de plusieurs kystes de contenu aérique. 6 mois, bronchopneumopathie récidivante avec dyspnée, la radio et la TDM qui confirment la présence d'une anomalie au niveau du lobe inférieur droit et toujours le même aspect, la présence de plusieurs kystes, la pièce de lobectomie et l'examen anatomopathologique qui confirme toujours la présence de plusieurs kystes et le diagnostic de malformation adénomatoïde kystique pulmonaire. 4 mois, un nourrisson de 4 mois qui se présente pour une détresse respiratoire, un lobe emphysémateux sur la radiographie et la TDM, la pièce opératoire et la présence d'un énorme kyste et l'examen anatomopathologique qui confirme les constatations péropératoires et le diagnostic posé en préopératoire et en péropératoire qui est une malformation adénomatoïde kystique pulmonaire. Donc, un enfant âgé de 9 mois qui se présente pour des bronchopneumopathie récidivantes avec fièvre. La radiographie de thorax montre cette opacité avec un niveau hydroaérique et le même aspect sur la TDM, l'atteinte du lobe inférieur gauche avec un aspect mixte hydroaérique et ce niveau hydroaérique. Donc, il a eu une lobectomie inférieure gauche et l'examen anatomopathologique confirme la présence d'une malformation bronchopulmonaire type MACAP. Atteinte du lobe inférieur gauche, il y a plusieurs aspects. Donc, le niveau hydroaérique, un aspect aérique ou bien un aspect liquidien en fonction de la présence d'une surinfection ou non de cette malformation. Mais il y a toujours la présence de plusieurs kystes. Une atteinte du lobe inférieur gauche à droite, secondaire à une malformation adénomatoïde kystique, le niveau hydroaérique, une infection des kystes pulmonaires. Atteinte avec présence de plusieurs kystes, c'est une bronchiectasie kystique, atteinte de tout le lobe moyen et inférieur du côté droit. Donc ici, on a un cas d'un enfant qui se présentait pour des bronchopneumopathie récidivantes et la TDM et la radiothorax qui ont montré la présence de plusieurs kystes, une atteinte du lobe inférieur droit. On a initialement suspecté le diagnostic de MACAP type 2, donc on a décidé de réaliser une lobectomie inférieure droite. L'examen anatomopathologique était en faveur d'une dilatation des bronches, non pas de MACAP. Ici, la présence d'une image kystique pulmonaire lobaire supérieur gauche avec un niveau hydroaérique et c'était un abcès du lobe supérieur du poumon, pas de malformation bronchopulmonaire. Donc, il y a toujours des diagnostics différentiels à suspecter devant une lésion kystique du poumon. Il y a également des lésions kystiques inclassables du poumon avec malgré le même aspect, l'aspect d'une clarté avec un niveau hydroaérique. Ce sont peut-être un abcès ou autre. Même l'examen anatomopathologique n'a pas pu trancher entre une malformation bronchopulmonaire ou bien un abcès pulmonaire.
Donc, c'est un garçon ici, c'est un garçon âgé de 14 mois qui présente des bronchopneumopathie récidivantes avec une fièvre et la radiographie de thorax qui a montré cette opacité, cette clarté plutôt, du côté droit au niveau du lobe inférieur droit. Donc, on a réalisé une lobectomie devant la persistance de cette anomalie radiologique et l'examen anatomopathologique était en faveur d'un infarctus pulmonaire postnatal. Un autre cas d'un infarctus pulmonaire anténatal avec un aspect qui est à la radiographie et à l'imagerie qui était très évocateur d'un MACAP et l'examen anatomopathologique qui confirme la présence d'un infarctus et non pas d'une malformation adénomatoïde kystique. Ici, c'est un prématuré qui présente une dyspnée qui a été ventilée, mais sans amélioration. Et la radiographie de thorax et la TDM ont montré la présence de plusieurs kystes du lobe supérieur droit. On a réalisé une lobectomie parce qu'on a suspecté et on a retenu en préopératoire le diagnostic d'une MACAP devant la présence de ces macrokystes, mais l'examen anatomopathologique a rectifié le tir. C'était un emphysème interstitiel secondaire à la ventilation mécanique. Passons maintenant à la séquestration pulmonaire, qui est un territoire pulmonaire fonctionnellement séquestré, isolé du parenchyme normal avec une artère systémique et une branche non ventilée. Il y a deux types de séquestration pulmonaire. Il y a le type intralobaire et extralobaire. Donc, la séquestration intralobaire avec une atteinte au niveau du poumon et une séquestration extralobaire qui siège le plus souvent au niveau postéro-basal. Donc, l'artère systémique, il vascularise la séquestration et elle naît de la aorte abdominale ou thoracique avec un gros calibre qui peut atteindre même 15 mm. La séquestration avec l'aspect péropératoire, c'est un poumon qui est séquestré, qui n'est pas ventilé, qui est uniquement vascularisé par une artère aberrante systémique. Donc, la localisation la plus fréquente est le lobe inférieur ou bien au niveau postéro-basal gauche. Le diagnostic anténatal est possible par l'échographie anténatale. C'est une image triangulaire ou arrondie. Le diagnostic différentiel se pose avec les malformations adénomatoïdes et kystiques pulmonaires et cette malformation peut être à l'origine d'une compression médiastinale et même une insuffisance cardiaque. Cliniquement, c'est une pathologie qui est le plus souvent asymptomatique de découverte fortuite ou bien par une surinfection avec des bronchopneumopathies récidivantes. La radiographie de thorax et la TDM, avant la surinfection, on va trouver une opacité homogène, mais après surinfection, il y a une opacité excavée avec un niveau hydroaérique. L'artère systémique peut être mise en évidence par une échographie Doppler ou bien l'angioscan ou l'angio-IRM, mais c'est le plus souvent, cette mise en évidence est très difficile. Donc ici, une radiographie de thorax qui a montré une opacité, qui est latérocardiaque gauche. La TDM thoracique qui a montré la présence d'une image d'opacité au niveau du lobe inférieur gauche. Et en péropératoire, c'était une séquestration intralobaire. Donc, on a réalisé une lobectomie inférieure gauche. Une deuxième radiographie qui a montré ce niveau hydroaérique au niveau du lobe inférieur gauche et au niveau de la radio et au niveau de la TDM thoracique avec la présence d'une artère systémique sur l'artériographie. Donc, avant, on a utilisé à plusieurs reprises l'artériographie et maintenant, on ne l'utilise plus, on demande une angio-TDM qui permet la mise en évidence du vaisseau systémique. Une image paracardiaque gauche, la radio est à la TDM avec la présence d'une artère aberrante systémique. C'est une séquestration intralobaire. Donc, toujours l'image. Il peut s'agir d'une opacité ou bien d'une clarté. Ou après une surinfection, on peut voir un niveau hydroaérique.
l'artère systémique qui prend naissance de l'aorte thoracique. Pour la séquestration extralobaire, c'est une image qui est donc postéro-latérale, gauche, et l'angiographie qui a confirmé la présence d'une artère systémique. Donc, le diagnostic de séquestration a été posé. Une deuxième séquestration extralobaire avec la mise en évidence à l'artériographie d'une artère systémique. Toujours l'angioscan ou l'artériographie qui confirme la présence d'une artère aberrante systémique. Donc, c'est une séquestration extralobaire droite. La radiographie de thorax qui montre la présence d'une opacité au niveau du lobe inférieur gauche et l'artériographie qui confirme la présence de cette artère aberrante du côté gauche. Alors, la question qui se pose, c'est quand et pourquoi faut-il opérer une séquestration pulmonaire? Cette pathologie doit être opérée avant l'installation de complications et afin d'éviter la dégénérescence et pour faciliter la réexpansion du poumon restant. Le traitement, c'est la chirurgie. Donc, il faut toujours ligaturer l'artère systémique, réaliser une lobectomie pour les séquestrations intralobaires et une exérèse de la séquestration dans les localisations extralobaires. On peut également tenter l'embolisation de l'artère systémique sans avoir recours à l'exérèse de cette séquestration. Quatrième malformation, ce sont les kystes bronchogéniques. Il y a deux types. Il y a le kyste bronchogénique médiastinal et le kyste bronchogénique parenchymateux. Il peut être unique avec un diamètre de 1 à 20 cm. Sa paroi contient de l'épithélium respiratoire et également du cartilage. Donc ici, c'est un kyste bronchogénique médiastinal et un kyste parenchymateux. Cliniquement, le kyste médiastinal peut être à l'origine de signes de compression sur la trachée et les branches, responsable de dyspnée et de stridor, ou une compression œsophagienne avec une dysphagie. L'aspect, c'est un kyste bronchogénique opéré de localisation latérotrachéale 3 et après l'ouverture du kyste, on constate la présence de cartilage. Les kystes médiastinaux sont le plus souvent localisés au niveau du médiastin moyen. La radiothorax va montrer la présence d'une opacité médiastinale et la TDM a présence d'un kyste liquidien. Sur le TOGD, on peut voir une empreinte sur l'œsophage de côté droit. La radiothorax qui a montré une opacité médiastinale parce que c'est une opacité à limite noyée dans le médiastin, donc c'est une opacité qui n'est pas parenchymateuse, c'est une opacité donc médiastinale. Et l'aspect péropératoire qui confirme la présence d'un kyste contenant un liquide clair. Un liquide clair, c'est un kyste bronchogénique médiastinal. Une deuxième radiographie, donc la présence d'un gros kyste médiastinal, toujours médiastinal parce que les limites internes sont noyées dans le médiastin. La TDM thoracique qui permet toujours la mise en évidence de cette image kystique et la présence d'une paroi cartilagineuse. Une autre radio et TDM, là présente toujours un kyste médiastinal avec un contenu hydrique. Un kyste médiastinal au niveau donc du médiastin supérieur, un petit kyste latérotrachéal 3, un kyste intraparenchymateux gauche au niveau du lobe inférieur gauche. Cliniquement, le kyste parenchymateux reste souvent très latent. Il peut être responsable de signes de compression, de surinfection ou de fistulisation, responsable de bronchopneumopathie récidivante. Le kyste parenchymateux sur la radiothorax va être sous forme d'une opacité ronde
Si sur infection ou fistulisation, c'est un kyste avec un niveau hydroaérique. Sur le scanner, c'est un kyste avec une paroi cartilagineuse, une image qui est hydrique et aérique avec un niveau hydroaérique. Sur la radiographie et sur la TDM, c'est une image intra-parenchymateuse parce que les limites internes sont bien identifiées sur la radiographie de thorax et sur la TDM, l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire qui confirme la présence de cartilage et d'un épithélium respiratoire. Et un deuxième kyste bronchique, un kystème bronchique donc au niveau du lobe supérieur gauche, parenchymateux qui est fistulisé parce qu'il y a un niveau hydroaérique sur la TDM et sur la radiographie de thorax. Donc, c'est une image qui est intraparenchymateuse vu que les limites internes sont bien individualisées. Une image qui est aérique au niveau du lobe inférieur droit, confirmé également sur la TDM, c'est un kyste bronchogénique intraparenchymateux. Donc, le traitement de kyste dépend de la localisation. Donc, s'il s'agit d'un kyste médiastinal, c'est l'exérèse du kyste par voie thoracoscopique ou thoracotomie. Sur le kyste qui est parenchymateux, on va faire l'exérèse de tout le lobe pulmonaire. L'examen anatomopathologique avec la présence d'un épithélium cylindrique cilié, un épithélium respiratoire et la paroi cartilagineuse de ce kyste. Le diagnostic différentiel se pose avec les kystes hydatiques. La Tunisie est une zone endémique, mais les constatations, mais la présentation clinique, l'origine, l'imagerie peuvent écarter le diagnostic du kyste hydatique. Un kyste bronchique médiastinal peut poser le diagnostic différentiel avec les duplications œsophagiennes, mais les deux nécessitent la chirurgie pour écarter le diagnostic de la duplication œsophagienne. Donc, parfois, on a une très grande difficulté de faire la part des choses entre un kyste médiastinal et la duplication œsophagienne. Et c'est uniquement lors de l'acte opératoire qu'on peut faire la différence entre l'un ou l'autre. Cependant, s'il y a des malformations vertébrales, c'est un signe qui va orienter vers le diagnostic d'une duplication œsophagienne, non pas d'un kyste bronchogénique, parce que la duplication œsophagienne s'associe fréquemment à des malformations vertébrales. Toutefois, il y a une association entre la séquestration, les kystes bronchogéniques, les malformations dermatocystiques et l'emphysème lobaire congénital. Ceci s'explique par la même pathologie, mais il y a des moments différents de développement embryonnaire. Donc ici, on a une image hydroaérique du lobe supérieur droit avec la thoracotomie, un kyste médiastinal entouré d'un parenchyme pulmonaire et alimenté par une artère systémique. Donc c'est un kyste bronchogénique développé aux dépens d'une séquestration pulmonaire extralobaire. Donc l'association peut se voir. Également, ici, on a un lobe qui est emphysémateux du côté droit, avec un niveau hydroaérique. On a fait une lobectomie. L'examen anatomopathologique a confirmé la présence d'une MACAP, d'une kyste bronchogénique, d'une séquestration pulmonaire extra-lobaire. Donc, les malformations parenchymateuses peuvent se compliquer et dégénérer à moyen et à long terme en carcinome bronchopulmonaire, en rhabdomyosarcome et en blastome pleuropulmonaire. Donc, les malformations vasculaires pulmonaires, elles sont souvent associées à des malformations cardiaques, peuvent être artérielles, veineuses, lymphatiques, le retour veineux anormal, le syndrome de Simeter. Et la séquestration est une malformation parenchymateuse, mais également vasculaire. Donc, on considère souvent la séquestration comme une malformation parenchymateuse bronchopulmonaire, mais également c'est une malformation vasculaire parce que cette pathologie est alimentée par une artère qui est aberrante. Ici, une radiographie, donc une radiographie de thorax, une TDM, qui montre la présence de quelques malformations vasculaires avec une artère aberrante, donc qui naît de l'aorte thoracique. Même chose, une anomalie artérielle pulmonaire avec une artère aberrante. Évolution à long terme après résection chirurgicale. Donc, l'exploration fonctionnelle pulmonaire
des patients, on a réalisé des explorations fonctionnelles pulmonaires des enfants qui ont été opérés pour des malformations bronchopulmonaires. Donc, l'intervention avant 2 ans, l'exploration fonctionnelle était normale. Après 2 ans, il y a un syndrome restrictif proportionnel et inférieur au volume réséqué. Donc, d'où l'importance d'une intervention précoce afin de permettre un bon développement pulmonaire du poumon pédiatrique. Voilà. Et pour conclure, les malformations bronchopulmonaires chez l'enfant sont très polymorphes. Elles peuvent menacer le pronostic vital par la détresse, par l'infection et par le risque de dégénérescence. C'est une pathologie qu'on doit évoquer systématiquement, surtout devant des et résistantes au traitement médical. Le diagnostic se fait sur la radiographie de thorax, mais également sur la TDM et l'angio-TDM. La guérison nécessite souvent la chirurgie, le recours à la chirurgie. Et merci pour votre attention.